Du coup, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Nous, on accueille Ange Ansour, la directrice des Saventuriers. Je ne dirai pas plus de choses sur les Saventuriers, je laisserai Ange nous en parler. Et Marie-Christine Rallet, donc qui est pour INRAE, est une ancienne directrice adjointe de département Transform, mais qui est chargée de mission médiation scientifique et qui a beaucoup accompagné Ange sur la diffusion de ce programme dans INRAE. Donc, comme vous pouvez le voir, on est Avec Véronique Coxam de Alimash. avec Véronique Yes. Coxam de Voilà, l'IMACH. on était toutes les deux à la manœuvre sur les aspects opérationnels. Donc on est, comme je disais, on est en mode webinaire, donc seuls les intervenants apparaissent aujourd'hui et on donnera la parole pour les questions à la fin. Pas de souci. Si vous voulez réagir pendant l'intervention, vous avez en bas de votre fenêtre un petit Q&R, questions et réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions soit là, soit dans le chat. Et moi, je m'occuperai de passer la parole à la fin. Donc on va laisser Ange, je vous laisse, hein. Vous avez un quart d'heure, 20 minutes, on avait dit. Vous avez Ouais. C'est à Alors, vous, du coup. bonjour à tous et déjà merci de m'accueillir parmi vous. L'objectif aujourd'hui disons que comme une fusée à trois étages. En premier, vous donner un aperçu de qui nous sommes, qu'est-ce que c'est l'éducation par la recherche, que faisons-nous. Deuxième étape de la fusée, c'est faire un focus sur la collaboration INRAE, AFPER autour des enjeux d'alimentation durable. Et voilà, une troisième étage de la fusée, c'est qu'est-ce que ça fait de collaborer entre institutions de recherche et éducateurs au service des jeunes et leur esprit critique et scientifique. Donc, est-ce que c'est OK pour tout le monde là-dessus? Je vais partager. Alors, je vous promets de ne pas saturer l'écran par un partage trop long de diapos, mais quand même un petit peu, si vous voulez bien que je partage mon écran. Excusez-moi, parce que On veut bien, on veut bien. voilà. Mais il ne veut pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Il veut plus. Il veut. Mhm. Euh, Alors, on a écran. fait les tests, Ah, ça ça y est, marchait. ça y est, ça y est. On a fait les tests il y a moins de 2 minutes. Ah voilà, ça y est, c'est Mhm. parti, c'est bon. Ça y est. L'AFPER a pour objectif, avant qu'on parle de qui est l'AFPER, c'est de faire grandir les jeunes, les enfants et les adolescents d'âge scolaire de 3 à 18 ans avec les sciences. Que cela veut dire? C'est leur dire, pas les sciences au sens classique scolaire de faire les cours de sciences. Nous ne sommes pas une institution scientifique nous-mêmes pour faire de la médiation ou de la vulgarisation. Nous avons en fait un objectif social qui est là, que je vous ai, qui est très ambitieux, mais que nous assumons, c'est apprendre aux jeunes alors comme moi j'ai un écran devant les yeux, je ne sais pas ce que vous voyez, apprendre aux jeunes à délibérer sur des fondements scientifiques et à arbitrer avec humanisme. Je ne vais pas commenter, on en parlera à la fin, mais la deuxième partie de la phrase, arbitrer avec humanisme, est très très importante. C'est le fondement qui justifie l'ensemble du reste. Euh, il veut plus. Oh, pardon. Donc voilà. Qui sommes-nous? Nous, on croit, nous sommes un collectif constitué en association qui comprend des chercheurs et des éducateurs et tout ce que nous faisons, c'est vraiment une mobilisation constante de chercheurs et d'éducateurs pour créer des dispositifs qui vont être au service des jeunes. On va faire un focus particulier sur deux, Saventurier et Science Camp. Pourquoi on travaille ensemble? Parce que nous pensons qu'il faut être efficace, il faut que les apprentissages soient optimisés pour les jeunes et pour les futurs citoyens. Donc il faut à la fois rigueur scientifique, mais également un savoir-faire, une pertinence, une expertise pédagogique. Il faut conjuguer les deux. Et c'est la conjugaison des deux qui est un vrai travail de longue haleine. On part d'un constat. Je vais être rapide sur le constat parce qu'il est suffisamment alarmiste et le rapport sur Regarde l'éducation de l'OCDE d'hier n'améliore pas ce constat. Vous le connaissez tous, une baisse généralisée des résultats scolaires en France, qu'il s'agisse de fondamentaux ou d'autres, mais notamment en culture mathématique et scientifique, qu'il s'agisse des rapports Teams, PISA 2018, 2019, 2023, une véritable hécatombe
Avant, on parlait uniquement des écarts et donc des inégalités de performance dues au background social et économique des jeunes, mais aujourd'hui, cette chute touche nos meilleurs élèves. Je vous donne un chiffre, il y a quelques années, on était dans la moyenne des pays de l'OCDE, à avoir entre 10 et 11% de nos élèves qui étaient parmi les meilleurs percentiles. Maintenant, nous ne sommes plus qu'à 4% des élèves qui performent bien, ce qui est vraiment très, très bas. Deuxième constat, en dehors de l'école, nos jeunes ne savent, ne rencontrent que très rarement les sciences. Il y a à peu près 16% des jeunes qui ont accès à une activité scientifique en dehors de l'école. Et être exposé à une activité scientifique en dehors de l'école, ça peut être juste une animation pendant la fête de la science, hein, pas plus. Cette proportion s'inverse chez nos pays voisins, notamment européens, où ils sont plus de 80% à connaître des activités scientifiques en dehors de l'école. En plus, il y a une crise des vocations. Le tuyau formation, enfin scolarité, formation académique, emploi, nous sommes à l'inverse des autres pays de l'OCDE. Au niveau licence, dans les autres pays de l'OCDE, le premier poste, enfin le premier débouché des étudiants, c'est tout ce qu'on appelle les STEAM, les sciences. Ensuite, tout ce qui est droit et administratif, et à la fin, sciences humaines et sociales. En France, les sciences exactes, c'est à la fin. C'est que 19%, à comparer aux 24% des autres pays. Donc c'est vraiment très préoccupant. On est tous d'accord que c'est préoccupant et pourtant, il y a peu d'actions qui se font dans ce domaine, mais vraiment très très peu d'actions volontaristes. D'où l'intérêt d'avoir travaillé avec l'INRAE parce qu'on a pu faire une action vraiment volontariste à ce niveau-là. Donc l'AFPR, comme je vous dis, déploie ses programmes, forme des personnels, conçoit des ressources et fait aussi des dispositifs éducatifs sur mesure. Faire un focus sur nos programmes jeunesse. Donc, comme je vous ai dit, s'aventurier, ce sont soit des projets longs sur l'année scolaire, dans une thématique, pour lesquels on produit des ressources assez longues, assez lourdes, et qui demandent aux enseignants un véritable investissement en amont. Quand on le peut, et c'est heureusement souvent le cas, la classe qui s'engage dans un projet d'éducation par la recherche peut être accompagnée par un mentor scientifique. Et j'ai déjà vu qu'il y avait David parmi nous qui pourrait tout à l'heure faire un témoignage de première main de ce que c'est d'accompagner des classes. Sur le temps extrascolaire, on fait des science camps. Ce sont des séjours sans nuitée, c'est des stages d'une semaine au cœur des universités pour initier les jeunes à la recherche. Donc, ils viennent, on prototype un projet de recherche, ils le font. Donc, dans un cas, à l'école, on amène les labos dans la classe et en dehors de l'école, on amène les enfants dans les labos. Et les deux programmes sont d'envergure nationale. Sur quoi on repose? Je vous ai raconté ce qu'on faisait. Je voudrais qu'on fasse un petit pas de côté sur la démarche pédagogique. Qu'est-ce que c'est l'éducation par la recherche? On sait, vous avez tous eu l'expérience de l'enseignement scientifique à l'école avec le sacro-saint triptyque leçon, exercice, contrôle. Dès que le contrôle est passé, on fait leçon 2, exercice, contrôle 2, leçon 3. Et on a fait tout ça, quelle que soit la discipline, de la plus petite classe jusqu'à la terminale. Et c'est la voie par laquelle on connaît les sciences. Heureusement qu'on peut connaître la littérature autrement. On lit des livres en dehors du commentaire de texte et du résumé de texte. On rencontre les arts et le sport autrement. Et ben, les sciences, on ne les rencontre pas vraiment autrement. On les rencontre parfois par des petites actions de médiation scientifique, par la visite à un musée, par la rencontre avec un chercheur, mais on ne sait pas ce que c'est. Un gamin qui n'a connu que les sciences à l'école croit vraiment que les sciences, c'est des leçons, des TP, puis des contrôles. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. D'où une vision, euh, comment je pourrais la qualifier, très mythifiée de ce que c'est un chercheur. On n'en voit pas, on voit des footballeurs à la télé, on voit des artistes, on voit des grands écrivains, on voit de tout. Mais ça, c'est un peu une espèce à part. Deuxième chose, dans notre système scolaire, comme dans d'autres, mais chez nous, c'est vraiment très accentué, notamment par le poids prépondérant de l'enseignement mathématique. Les sciences sont une discipline comme les autres. Il y a des contrôles, des leçons et des exercices, mais c'est l'instrument unique et favorisé de sélection scolaire.
On peut avoir pendant toute sa scolarité 0 sur 20 en histoire, ça ne chagrine pas, ça ne pèse pas sur le destin scolaire et donc le destin professionnel d'un jeune. On ne peut pas avoir 0 sur, on peut même pas avoir 8 sur 20 en maths, on ne peut pas avoir 10 sur 20 en maths si on veut viser des études rémunératrices par la suite. Enfin, si on veut aller dans le lycée général, il faut qu'on soit bon. Donc, en plus de ne les connaître que dans un cadre scolaire, les sciences sont identifiées à levier de sélection scolaire. Il faut être bon en sciences pour aller dans les bonnes filières. Grosso modo, on résume ça ainsi. Troisième, je vous déprime un petit peu, mais c'est pas grave parce que c'est pour vous donner les bonnes nouvelles après. Euh, à l'école élémentaire, l'écrasante majorité de nos enseignants sont de formation littéraire. Mais c'est la même chose dans les autres pays. Les autres pays, c'est pareil. Mais chez nous, ils ont très peu de formation continue. Donc, faire des sciences à l'école devient très compliqué dans ces cas-là. On n'a pas la formation initiale, formation continue indigente. Les sciences, on ne l'a jamais rencontré quand on était élève en dehors des contrôles et des leçons. Je vous laisse imaginer le nombre d'obstacles que je vous dresse quant à l'accès. Et je continue. Nos collègues du second degré ont une excellente formation scientifique, ils ont très peu d'heures, ils voient les élèves de manière très fractionnée. Quand on est prof de SVT ou de physique-chimie au collège, on voit ces élèves 1 heure et demie par semaine, et on en a 400. Je vous laisse imaginer comment on va adapter l'enseignement dans ces cas-là. Donc il y a un déficit de pédagogie, indépendamment de la bonne formation initiale disciplinaire. Donc on ne sait pas enseigner, on n'a pas les bonnes conditions pour enseigner. Donc c'est à partir de cet ensemble de constats, mais également en s'appuyant sur les points de force de notre système éducatif, c'est des enseignants très bien formés à la base, ne serait-ce que disciplinairement. Au premier degré, ils connaissent bien leurs élèves. Donc, petit à petit, par tâtonnement successif, parce que j'ai été enseignante moi-même, et puis ensuite, nous avons testé à grande échelle, et on a pu être objet d'évaluation, on bricoler, parce que l'enseignement pour moi, c'est pas des théories, il n'y a pas, c'est du bricolage pédagogique, hein, c'est ce qu'on appelle des braconnages pédagogiques, une approche de l'enseignement des sciences à l'école, voire de l'enseignement tout court, qui s'appelle l'éducation par la recherche. Je vais vous donner une analogie. Imaginez que à l'école, vous ne rencontrez la littérature que par des textes inventés. Vous ne rencontrez pas les œuvres. Jamais. On estime que quand vous serez au lycée, vous pourrez lire une œuvre. Il n'y a que des textes écrits par des apprentis écrivains sur lesquels vous faites des leçons, des exercices. On dit, ah, quand vous serez suffisamment entraîné sur des faux textes didactisés, vous irez rencontrer les vraies œuvres. Et c'est ce qu'on fait en sciences, en fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. On fait bien des exercices de conjugaison, de grammaire et d'orthographe. Mais on rencontre aussi les œuvres. Et c'est pas pareil. En sciences, on fait les exercices, il faut le faire, mais on ne rencontre jamais l'œuvre. On ne sait pas comment on crée en sciences. On sait très bien, on passe des heures à expliquer comment tel poète ou tel poète a fait pour que ce soit un sonnet, pour que ce soit des alexandrins. On rentre dans la fabrique littéraire. Est-ce qu'on rentre dans la fabrique scientifique à l'école? Non, on n'a pas le temps. Et puis, c'est pas l'objet. L'objet, c'est d'avoir les bons élèves distingués à graines de livret parmi les élèves que nous avons. Et on a décidé que, en plus des exercices, il ne faut pas les remplacer, en plus des leçons, il ne faut pas les remplacer, il y a une valeur à l'entraînement. On voudrait que les élèves rencontrent la fabrique des savoirs. Comment on produit des savoirs? Et quelque part, on s'est dit une analogie avec la vie de laboratoire donne aussi, en une deuxième étape, un sens à leur métier d'élève. Nous aussi, nous sommes des travailleurs du savoir à l'école. Donc, créer des ponts entre les laboratoires et les classes, transmettre, créer des savoirs, c'est la même chaîne. Et donc, on a tout un ensemble de gestes. On a surtout didactisé la démarche de recherche en disant, bon, les sciences, il faut bien entraîner les élèves. Comme on fait des exercices de grammaire, il faut bien faire des exercices de sciences. OK. Il y a bien la démarche d'investigation, il n'y a pas que des leçons, il faut bien faire des TP, un peu de essais-erreurs, d'hypothèses, etc. Nous, on s'est dit, il y a un truc quand même qui marche depuis Galilée qui s'appelle la méthode de recherche. On va pas réinventer la roue, mais on va juste l'adapter à l'école. Donc, quand on fait des projets s'aventuriers, de l'éducation par la recherche, on n'est pas plus malin que les chercheurs. Allez, en classe, on commence, on veut s'attaquer à quelque chose, le goût des aliments, la chaîne alimentaire, peu importe, qu'est-ce qu'on sait sur le sujet? Que c'est la communauté scientifique? Donc, les enfants et les adolescents, les élèves, lorsqu'ils rencontrent un sujet, ils le rencontrent par qu'est-ce qu'on sait? On leur donne des éléments.
des pseudo-articles, des vrais articles, des petites vidéos, des infographies. Ils sont dans un bain conceptuel dès le départ. Ah, c'est comme ça qu'on parle dans ce domaine. Ce sont les mots, les méthodes, les types, les approches quantitatives. Ensuite, une fois qu'ils ont rencontré la problématique, donc la question, premièrement, l'état de l'art, ben, ils peuvent se livrer à leur démarche d'investigation, au protocole, et qui varie en fonction de la discipline. On ne fait pas le même protocole si c'est de la modélisation, si c'est de la manip, etc., si c'est de la collecte de données par questionnaire. Donc voilà. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont collecté les données, ils ont leurs résultats, on leur apprend à les interpréter, à les représenter de manière notionnelle, en utilisant les langages scientifiques qui soient en français, mais un français notionnel, non pas le français commun, ou bien par une modélisation mathématique, des expressions de physique, etc. Bah, on les invite à toujours imiter les chercheurs, à rédiger un article scientifique, ou faire un poster scientifique, ou faire un exposé ça peut être ludique, peu importe, mais on respecte les canons, les standards de la recherche. Donc, j'explique ma problématique, j'explique mes ressources, j'explicite ma méthode, je dis voilà mes résultats et je discute. Je dis voilà, par rapport à ma problématique initiale, ben, j'ai avancé de 20%, de 30%, de 40%, j'ai compris, etc. Et ça s'arrête là. Et c'est très bien déjà. Donc, ils soutiennent à l'oral aussi, s'ils le veulent, si le prof en a le temps. Il nous semble on a fait le pari que ça avait des vertus à la fois scolaires, on apprend mieux, on comprend mieux, en adjuvant par rapport à ce qui se passe de manière classique dans la classe, et une valeur citoyenne. Je vais commencer par la valeur scolaire, parce que ça a fait l'objet de multiples évaluations. Donc, je vous en ai donné trois ici, qui ont été convergentes. Il y a une congruence sur la plus-value de l'éducation par la recherche dans quatre dimensions de l'activité scientifique scolaire, je parle. La méthodologie, je vous ai un peu listé des éléments, organiser les éléments conceptuels, les techniques spécifiques pour améliorer l'efficacité, repérer les étapes dans un projet, utiliser le vocabulaire adéquat. Je dirais que ça, on en faisait le pari. La collaboration, qui est revendiqué comme un des soft skills sur lesquels qui sont dans le socle commun aujourd'hui, mais on ne sait pas très bien faire en classe, parce que souvent la collaboration se réduit à une distribution des rôles et non pas à une collaboration cognitive. Et ben, on donne, voilà, des éléments, quatre éléments, comment on partage les ressources, comment on confronte les points de vue et on arrive à faire de la controverse scientifique et arriver à quelque chose faire des synthèses d'informations. Donc voilà, il y a des gestes qui ressemblent, issus de la vie de laboratoire, qui peuvent aider les élèves à comprendre ce que c'est collaborer, travailler en équipe de manière cognitive. La pensée critique, eh ben, pareil, ça repose sur des gestes, sur des opérations mentales propres aux jeunes comme aux adultes. Rechercher une contre-évidence, distinguer un processus que le résultat, bah, distinguer le statut d'une hypothèse provisoire de travail d'une hypothèse définitive, voilà. Et enfin, la chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'était la dimension créative. Alors, on sait tous que vous, chercheurs, vous êtes créatifs. Il y a une infinité de questions et de curiosités. C'est votre moteur. Les élèves, souvent, on leur demande de se conformer. Et ben, il y a une dimension créative dans les sciences qu'on peut aussi rendre visible pour les enseignants pour qu'ils les travaillent, parce que c'est ce qu'on leur demande, de créer des futurs citoyens capables de créativité. Et ben, établir une nouvelle association en deux idées, deux notions qu'on a appris, combiner, sélectionner, hiérarchiser, explorer des questions, des solutions, considérer d'une autre perspective, ben, tout cela relève de la créativité scientifique et qui donne lieu à de vrais gestes pédagogiques dans la classe. C'est pas simplement ah, il y a qu'à être créatif. Bah, moi, je suis instite, on me dit qu'il faut être créatif. Je suis prof au collège, on me dit qu'il faut que les élèves aient l'esprit critique. Oui, très bien, comment je fais ça dans ma leçon? Donc là, on dit, bah voilà, il y a des éléments, c'est faisable. Et ça prend pas de temps, c'est pas compliqué, c'est dans le cadre de la leçon habituelle, si j'ose dire. La dimension citoyenne. J'en parle pas là parce qu'elle n'a pas été évaluée en tant que telle, donc je ne peux pas me prévaloir d'une évaluation, mais j'espère bien que un futur citoyen qui a de l'esprit créatif, de l'esprit critique, qui sait collaborer et qui peut raisonner avec méthodologie, c'est un bon citoyen. Mais il y a au-delà,
C'est une hypothèse, hein, vraiment, mais que je partage parce que c'est, disons, plus qu'une hypothèse, c'est une mission. Vraiment, c'est une finalité. Un monde marqué par les dérèglements bioclimatiques, un monde marqué par une hypertechnicité, l'IA, les algos d'optimisation, les numériques, un monde où on se rend compte que prendre une décision politique non éclairée scientifiquement peut coûter très cher et peut nourrir aussi, si c'est rendu, on a vu tous la loi du plomb, si on ne connaît pas les experts qui sont derrière, si on ne comprend pas. Je ne parle pas de la validité ou l'invalidité de l'hypothèse. C'était, ce n'était pas transparent. Les citoyens n'ont pas compris. Et ben, ça nourrit une défiance des citoyens individuels et des citoyens en tant que collectif vis-à-vis des savoirs. C'est une boîte obscure. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi je fais confiance? Pourquoi je ne ferai pas confiance? Aujourd'hui, j'ai signé la pétition contre la loi du plomb. Demain, je fais quoi? L'IA, on me dit c'est bien, c'est mal, j'en sais rien. Le réchauffement climatique, je comprends pas pourquoi je vais agir. Enfin, il y a une aujourd'hui, si je me permets ce terme, il y a un enjeu civilisationnel. Je vous ai parlé de choses simples qui sont remplir les amphis de plus d'ingénieurs et de plus de chercheurs, etc. Je vous ai parlé des enjeux sociaux aigus, d'échecs scolaires et d'ancrage des inégalités. Mais nous avons, c'est pour ça que je disais, n'oubliez pas ce que j'ai mis dans la deuxième partie, c'est arbitrer avec humanisme sur des fondements scientifiques. Aujourd'hui, la recherche, pas simplement la médiation, pas simplement les résultats définitifs de la recherche, mais ses incertitudes, sa procédure, sa manière de réfléchir, elle est au cœur de nos gestes usuels. On va sur ChatGPT, on ne sait pas qu'en ce moment, bah, il y a des meilleurs cerveaux de la planète qui améliorent l'algo en même temps que nous. On dit, ah, la planète, quand elle sera à plus 2, nous, en France, ça sera à plus 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire équivalent tonne carbone? Ça n'a aucun sens. On ne sait pas. Qui a décidé? Comment? On peut y adhérer, comme on adhère à la bonne parole évangélique. Les sciences, ce n'est pas un catéchisme, et je ne veux pas que les gamins y adhèrent par catéchisme. On veut qu'ils y adhèrent avec méthode, avec esprit critique, qui se sentent capables de collaborer entre eux et de créer les solutions et la manière d'habiter ensemble le monde. Et donc ça, c'est une finalité. Voilà, je ne peux pas demander à des chercheurs d'évaluer des finalités. C'est quelque chose, c'est un système de valeurs auquel on adhère ou pas. Euh, voilà, je vous ai promis un focus projet défis aventuriers. Les projets, comme les défis, c'est tous les niveaux scolaires. Donc, je retombe sur terre après les finalités. Euh, euh, les projets, c'est costaud. C'est minimum 14 séances. Il y a des thématiques, des dossiers. Il y a un scientifique par classe quand on le peut. C'est beaucoup de créativité et de liberté pédagogique. Sous cette appellation jolie, c'est-à-dire beaucoup de surinvestissement pour les collègues. En moyenne, 2000 élèves par an. Euh, Qu'est-ce qu'on apporte aux enseignants? On les forme, on leur donne les ressources, on fait un accompagnement individualisé. Ce qu'on appelle les défis, c'est des projets s'aventuriers, mais où la partie la plus compliquée, qui est la création de la problématique, est faite. C'est-à-dire qu'on donne la problématique. On donne le tas de l'art, on fait tout, je vais vous montrer. C'est 6 heures, donc c'est 3 séances, l'équivalent de 3 séances. Et c'est pas un mentor par classe, parce qu'un mentor par classe, il y a tout de suite une limite organique. Il y a déjà une limite organique du fait que on peut pas demander aux 800 000 enseignants en France de consacrer autant de temps à un projet s'aventurier. Ce n'est pas faisable et ce n'est pas souhaitable. Euh, En revanche, il y a une limite organique qui vient du monde de la recherche. Il n'y aura jamais assez de mentors pour toutes les classes. On tape tous dans le même vivier, les gens les plus motivés. Et voilà, c'est impossible. Ah, il y a tellement de gens qui demandent que c'est bon, c'est épuisé. En revanche, là, chaque mentor de défi enregistre la vidéo, nous donne les idées, valide le contenu scientifique, et on a des idées pour l'année prochaine, on voudrait une lettre, enfin bon, voilà. Et là, on peut toucher des milliers et des milliers d'élèves. Qu'est-ce qu'on apporte? Bah, une formation initiale, un dossier pédagogique clé en main et on a fini par déborder aussi à l'accompagnement individualisé. Et là, c'est pas les mêmes échelles. Là, c'est 2025, le mois de septembre n'est pas terminé, on est déjà à presque 56 000 élèves.
Donc, vous imaginez bien que c'est pas 2000, c'est 56 000, c'est pas la même échelle. Donc, comme je vous disais, les thématiques, il y en a beaucoup. On a aussi des MOOC. On crée on en a fait un aussi avec l'INRAE qu'on pourra vous montrer en vidéo. Mais l'intérêt des MOOC, c'est une fois qu'ils ne sont plus sur Fun, on les bascule sur notre chaîne YouTube pour accès libre aux anciens. C'est-à-dire qu'ils peuvent consulter la vidéo. La conception pédagogique des MOOC n'est pas faite comme un cours enregistré en fac. C'est comme des documentaires et des capsules et des unités. Donc, ils peuvent extraire ce dont ils ont besoin au tenté dans leur travail d'enseignant. On a un centre de ressources avec 654 ressources hors vidéo accessibles en ligne gratuitement et en licence libre, dont les ressources créées avec l'INRAE. Voilà. Je vais arrêter là ce PowerPoint et je pense que j'ai dépassé le quart d'heure, non? Désolée. Pas de souci. C'était intéressant, il fallait faire le panorama complet. Et en discutant avec Marie-Christine, on pourra vous montrer les ressources. Voilà. Ouais. Ouais. Qui ont été produites. Ouais. Voilà. Christine, on te passe la main, tu peux nous raconter vite fait cette aventure, s'aventurier pour une raie, s'aventurier de Oui, l'alimentation. ouais, côté INRAE, finalement, je crois que c'est Gilles Aumont qui a été à la manœuvre au démarrage. Donc Gilles s'occupait des infrastructures au moment où il a fait ça. Il était presque en retraite, mais pas tout à fait. Et puis il s'était occupé avant d'un programme avec l'Union européenne pour financer des postdoctorats. Et il y avait un reliquat, on était en pleine période Covid, il y avait un reliquat de sous sur ce financement de postdoctorants et Gilles était totalement exaspéré par les infox scientifiques qui popaient de toutes parts dans ce moment qui était très particulier. Et donc il avait vraiment à cœur de pouvoir utiliser ce reliquat financier pour positionner l'Institut finalement vis-à-vis de la lutte contre les infox qui circulaient de tous les côtés. Donc je crois que ça a été présenté en mardi décédé. Donc tous les mardis, tous les chefs de département voient la direction générale. Il y a des échanges et discussions qui se passent. Puis ça a dû être présenté à ce moment-là. Et les départements à l'image et Transform, donc Véronique Coxam et moi, via les chefs de département, on s'est positionné en disant voilà, que quelque chose, monter quelque chose avec la Saventurier, ça nous intéressait pas mal. La thématique était pas prédéfinie, je crois que c'est important de dire ça, hein, Ange, on a mis sur la table, finalement, il y avait Olivier Legal aussi qui faisait partie du Quatuor. Et on avait mis sur la table différentes grandes thématiques qui représentaient l'Institut. Et puis finalement, vu les personnes qui étaient engagées, donc c'était à l'image et Transform, on est parti assez rapidement sur l'alimentation durable. Et puis, ma foi, il y a eu une phase de contractualisation qui a été un petit peu longue. C'était pas si évident de faire la contractualisation de cette affaire. Et puis après, on s'est lancé. Et, euh, et ça a été très formateur, je trouve, pour chacun d'entre nous. Au départ, c'était pas forcément si simple que ça parce que euh, je crois qu'on n'avait pas complètement perçu côté INRAE à quel point le calendrier scolaire était quelque chose d'absolument capital et qu'il fallait qu'on soit complètement dans les clous par rapport à ce calendrier. Et puis en fait, bah, on a fini par se caler et la production, au bout de 2 ans, elle est juste exceptionnelle, quoi. Et puis elle est très diversifiée aussi. Je trouve que c'est ça ce qui est vraiment très chouette, c'est que, comme disait Ange, il y a un MOOC qui a été produit qui est vraiment exceptionnel, je trouve, en termes de qualité, et avec euh, moi, j'ai beaucoup appris sur les aspects pédagogiques. Finalement, sur le MOOC, il y a des aspects techniques, quoi, où Véronique et moi, on a fait appel, en particulier, on a fait appel à des collègues qui pouvaient apporter un éclairage particulier sur des aspects
très main dans le cambouis, quoi, très scientifique et technique de questions autour de l'alimentation durable. Et puis maintenant, ce MOOC, il y a aussi tous les aspects pédagogiques que, bien sûr, on connaissait beaucoup moins. Et je trouvais que c'était passionnant, quoi, de voir comment le lien se faisait entre les collègues que Véronique et moi avons sollicités dans nos communautés respectives et puis les pédagogues. Donc c'était vraiment intéressant et, et j'ai pris beaucoup de plaisir et d'ailleurs bah, c'est ce qui explique qu'il y a un Science Camp qui est en train de se monter avec, avec l'Université de Nantes et INRAE. C'est voilà, la démarche de la FPER, je trouve, est complètement en phase avec ce qu'on peut proposer à INRAE et puis notre positionnement, tu diras Grégory si tu pourras compléter ça, mais j'ai l'impression que le positionnement de l'Institut en termes de communication des sciences au sens très large, hein, avec médiation scientifique, mais pas que, est très aligné avec les Ça objectifs de la FPER et sa façon de faire. Je te rejoins. Voilà ce que j'avais à ajouter. Est-ce Voilà. que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez produit avec INRAE Alors, en ça a été ce que disait autre que le MOOC? Marie-Christine. Ah, c'est bon, on m'entend. Oui, C'était oui. extrêmement foisonnant. 4 types de supports différents. Donc, le MOOC, je pourrais vous passer le trailer. Je vous ai mis le lien sur la page FunMOOC. Ce qu'on appelle des vademecum, donc c'est des dossiers très très complets, à la fois scientifiquement et pédagogiquement, en support au projet S'aventurer, mais également en support de auto-formation pour les enseignants, parce qu'ils sont très complets. Troisième type, c'est des défis, donc c'est des mini vademecum, je pourrais vous montrer également. Et le quatrième, c'est une espèce de cartographie sur toute la chaîne alimentaire avec un jeu pour les classes. Je vais vous montrer, si vous voulez bien, euh, hop, déjà le MOOC. Est-ce que vous voyez mon écran sur Oui, la page web? Donc, 2 tonnes, voilà. 1, équivalent CO2 par personne on entend le par son du an. MOOC Voilà aussi. ce que représente en moyenne l'alimentation de chaque Français en Est-ce- 2017. On entend le son 20% de Ange. l'empreinte carbone des Français. Voilà. Est-ce que c'est... On va pas passer le trailer, il est en ligne, mais ça vous donne un aperçu Mm. comment ce MOOC a demandé un énorme travail de coordination entre les différents métiers, la filière, toute la filière alimentation et de l'ingénierie pédagogique. Ça a été tourné vraiment dans des classes, dans des assos, dans des labos. Vraiment, c'est plus un docu qu'un MOOC, on va dire classique, désolé pour le terme. Il y a également ce que j'appellerais les vademecum. Je vais repartager, désolé, je passe ma vie, mais comme ça, c'est Ah, mieux si vous voyez mm, ce que ça donne. Hop, est-ce que partager? ça arrive. Ouais, ton écran, oui. Euh, hop, par exemple, qu'est-ce qu'un aliment? Est-ce que vous voyez qu'est-ce qu'un On va aliment voir. sain, une alimentation durable? Voilà. Donc, c'est pour les cycles 3, donc c'est pour les plus jeunes. C'est toujours, tous, ils sont construits sur le même, la collaboration. Donc, c'est Anthony Fradé, Caroline Orset, Olivier Ray, Mathieu Stein et l'équipe AFPR. Donc, 2 chercheurs, un inspecteur général, un enseignant. Donc, vous voyez, c'est, voilà. Toujours, qu'est-ce que l'éducation? Vous voyez, le champ, Mm. qu'est-ce que veut dire une alimentation saine et durable, non pas en français commun, mais en scientifiquement. On leur donne des propositions de problématiques scientifiques, les objectifs pédagogiques, les pistes pour la classe, etc. Donc c'est toujours construit sur le même modèle. Et ça, c'est les étapes de la modélisation de la démarche de recherche. Problématique, état de l'art, le protocole, l'interprétation des données et la publication des résultats. Et il y a également, je reviens en arrière, la fresque pédagogique. Je ne sais pas si vous voyez mon Si, si, écran. on voit toujours. Donc, il y a un kit de navigation. Hop, donc vous voyez. Donc, ça, c'est tout le kit qu'on donne aux enseignants pour utiliser cette fresque. Euh, En fait, là, on la voit en petit. Donc, vous voyez, les circuits des aliments de partout, de la production à l'alimentation jusqu'à l'assiette, avec des jetons et tout ça pour bien, bien comprendre que l'alimentation, c'est pas seulement ce qui entre dans ma bouche. C'est tout un tas de choses invisibles sous forme de jeu.
Ensuite, j'arrête le partage pour pouvoir vous ouvrir un défi. Comme ça, vous voyez ce que c'est le défi, comment réduire la distance parcourue Mhm. par mon... voilà. Hop. Vous voyez, là, c'est pas 70 pages. Là, c'est beaucoup plus court. C'est quelques pages parce que les vademecum vont de 40 jusqu'à plus de 80 pages. Donc là, c'est niveau élémentaire et collège. Et ça a été fait avec Justine Faure et Lucille Montagne. Et donc voilà, l'idée, c'est toujours la même chose. La table des matières, c'est toujours la même chose. Au début, on présente le défi, le lien sur la vidéo du défi lancé depuis le laboratoire par le chercheur, une explication des notions et des concepts scientifiques abordés, le rappel de la démarche, toujours la démarche de recherche, elle ne change pas, les contextes, les ressources, etc. Pour vous rassurer, parce que nous, l'objectif, c'est quand même de vous donner envie d'être mentor, de produire des ressources, etc. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle. On, on prend seulement votre jus de cerveau. Ce qui nous Mhm. intéresse, c'est quelle est votre recherche? Quelles sont les questions que vous vous posez dans un laboratoire? On discute avec vous et on fait le travail. On écrit beaucoup. On vous demande aussi d'écrire, hein, David va le dire, et vous allez écrire notamment pour les vadémécums. Mais là, maintenant, on ne fait plus de vadémécum parce que c'est vraiment très lourd, les défis. Les défis, on les rédige. On revient vers vous pour la validation scientifique. Et ce qui accompagne une classe comme mentor, c'est quelques heures sur l'année. Est-ce que David, si Oui, tu je, es toujours je vais là, donner la parole. ouais, tu veux bien nous dire un petit peu plus, que ça soit plus incarné? Bonjour David. Normalement, on vous entend. Non. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Est-ce que vous me voyez aussi? Non, on te voit pas pour l'instant, Hmm, David. Ça, c'est pas grave, le temps que ça arrive. Mais allez-y, je vous laisse discuter et je règle la question de Oui, la donc vidéo. bonjour, merci de me laisser la parole un instant. Donc oui, je précise aussi que Véronique Oxam arrêtant ses missions en fin de carrière, c'est moi qui vais la remplacer maintenant en représentation du département d'alimentation humaine au sein du dispositif S'Aventurier. Donc là, aujourd'hui, j'interviens quelques minutes hein, juste pour évoquer mon rôle en tant que mentor dans le cadre des projets aventuriers. Donc effectivement, comme l'a dit tout à l'heure notre responsable affaires, une des premières étapes, c'était de créer des documents pédagogiques. Et parmi tous ces documents pédagogiques, hein, il y a les vademecum, et j'ai participé, notamment coordonné l'écriture d'un de ces vademecum sur les choix, les comportements alimentaires chez les enfants et adolescents. Donc, je fais aussi partie des équipes de mentors, hein. J'ai pendant 2 ans accompagné des classes de lycéens sur ce projet Vademecum que j'avais conçu avec deux autres collègues INRAE. Et la façon dont se déroulent en fait ces projets, hein, c'est comme vous l'avez vu, il y a 14 séances avec les enseignants. Et les mentors, eux, vont intervenir entre 3, 4, 5 séances sur site avec les étudiants et leurs enseignants. Donc ça reste un investissement effectivement bien plus conséquent que ne le sont les défis, hein, aussi bien pour les enseignants que pour les gens qui s'impliquent dans la conception des documents pédagogiques et l'accompagnement. Mais c'est aussi une expérience qui est vraiment très stimulante à la fois pour les enseignants, les élèves, et puis aussi pour les chercheurs qui participent à ce type d'activité, hein, d'accompagnement de projet en tant que mentor. Donc l'idée, hein, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est d'accompagner les étudiants tout au long d'un parcours de création, d'imagination, de conception d'un petit protocole expérimental, et de les accompagner depuis la naissance de l'idée scientifique, de l'hypothèse, jusqu'à la création de résultats, l'interprétation de données, etc. Donc, ça fait 2 ans que je fais ça. Je suis réinscrit pour l'année prochaine, hein. On continue donc de s'investir auprès des classes. Et effectivement, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir motiver de plus en plus de mentors, hein, parce que ça représente bien sûr un investissement en temps qui est conséquent, mais qui, je pense, apporte autant de bonnes choses aux élèves, aux enseignants, qui se forment aussi, hein, en formation continue grâce à nous, et puis aussi aux chercheurs, parce que c'est l'occasion de confronter notre travail, notre métier, les méthodologies que l'on met en place avec la pédagogie propre à celle que l'on utilise en collège ou en lycée. Mm. Merci Merci. David. T'en prie, Ange. Je ne le dirai jamais assez, tout ce que nous faisons depuis des années est impossible
littéralement non, enfin, c'est la condition nécessaire, c'est ces alliances éducation-recherche. Sans les labos, sans les enseignants-chercheurs, sans les chercheurs et les chercheurs, sans les ingénieurs de recherche, sans tous ces personnels que parfois nous n'avons pas, euh, c'est impossible. Cette ambition est impossible. À la fois pour créer les contenus, pour accompagner les classes, mais également, et ça je n'insisterai jamais assez, pour, euh, pour donner une certaine ambition et une certaine dimension systémique. C'est pas pareil. Quand on laisse les profs entre eux, c'est pas pareil que lorsque un corps de métier travaille avec un autre. Il y a des convergences. Tout à l'heure, tu disais, Marie-Christine, ne serait-ce que sur des questions anecdotiques comme un calendrier, mais il y a des choses plus profondes, comment on négocie, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, pourquoi c'est abandonné, pourquoi c'est retenu. C'est un processus qui est au début lourd, mais qui finit pas très fécond. On va prendre les questions au fur et à mesure. Une question de Guillaume qui demande dans quelle mesure les productions des élèves peuvent alimenter les questions de recherche auxquelles ces productions répondent. Est-ce que vous avez des exemples de petites boucles de Non, rétroaction? on a un seul exemple de rétroaction, en tout cas documenté. J'en sais rien. Après, si 2 mois plus tard, 2 ans plus tard, Hmm. un chercheur a une idée, je n'en ai pas. C'est un projet d'ingénierie, pas avec l'INRAE, mais avec l'INRIA. Enfin, donc, c'est des gamins qui avaient dans leur classe un enfant malvoyant et ils faisaient un projet de robotique. Et ils ont demandé aux chercheurs de les aider à concevoir dans les chaussures de ce petit enfant des détecteurs pour les obstacles dans la cour de récré. Et donc, ils ont bossé, alors là, vraiment avec le labo, avec leur idée, et ce projet a eu le prix d'une fondation qui finance les recherches pour en faire un vrai prototype. Et ils ont fait un vrai prototype. C'est pas eux qui ont fabriqué le prototype en première Mhm. main, mais c'était en interaction avec ce labo à partir du comment il fait pour voir les obstacles, pour qu'ils ne tombent pas dans la cour de récré. Bel exemple. Et Voilà. donc du coup, pour ceux qui se posent la question, hein, je précise que tout est gratuit pour les établissements et les ressources sont disponibles. Donc j'imagine que nous, on y aura accès. On mettra tout en ligne avec le replay du webinaire. Mm. Est-ce que des participants ont d'autres questions? Est-ce que ça vous intéresse de participer? Ça vous inspire pour bosser avec... Il y avait une question de Sylvie Van Pin ouais, qui avait... sur le coût, le coût aux écoles. Et Oui, ça avait été répondu dans le chat que Répondez. tout était gratuit. Pas de souci. Je vais donner la parole à Elodie, du coup, qui a une question. Et puis après, à Véronique. Bonjour Elodie. Bonjour. Je vais mettre ma... Non, je Non, peux pas tu mettre peux, ma tu caméra. n'as pas le droit. Très bien, d'accord, ok. C'est pas très grave. Bonjour, je suis Elodie Chaillot, je suis chercheure en neurobiologie des comportements des animaux non humains et je suis impliquée dans pas mal d'actions de médiation et j'ai déjà des supports qui sont réalisés. Et donc, est-ce que c'est des choses qui peuvent intéresser les aventuriers de récupérer des... Ah oui, avec grand plaisir. D'accord. Eh ben, faudra me dire comment. Je Bah, ferai la mise en relation. Pas de je problème. vous laisse à tous mon email dans le chat. Euh, Et j'en profite pour partager une question qui rejoint un peu hein, Ange Clémence qui demande est-ce qu'il y a des thématiques scientifiques qui vous intéressent plus particulièrement en ce moment? non, Si j'imagine on que prend vous tout. prenez tout. Parce que, en fait, je vais. Il y a ce qui peut être dicté par la mode. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des projets sur l'IA. Il y a quelques années, c'était que l'environnement. Et puis, en fait, il y a des choses sur lesquelles je n'aurais pas parié un copec. Et les enfants, enfin, sont bah, un plébiscite. Je vous donne un exemple, les batteries lithium. Qui aurait imaginé que les batteries, enfin moi, je ne sais, bah si, ça a énormément de succès. Cette année, les projets, les défis liés à l'alimentation sont les premiers de tous nos projets. C'est, donc, tout est bon parce que la curiosité, on ne peut pas la prédéfinir. Hmm. Je donne la parole à Véronique qui a une question aussi. Bonjour, bravo pour tout ce travail. Alors, ma question, c'est sans vouloir dégrader ces supports qui sont conçus pour être utilisés en classe,
pour l'accueil pendant 2 semaines des stagiaires de seconde. Des scientifiques ont fait un très très gros travail pour créer des ressources pédagogiques en lien avec le centre. Mais est-ce que parmi tout ce que vous mettez à disposition, il y a des choses comme par exemple les défis qui seraient utilisables par nos scientifiques quand ils accueillent des stagiaires niveau troisième ou seconde et qu'on peine quand même à avoir des ressources qui sont vraiment fondées sur une démarche pédagogique solide? Bah, bien sûr, vous pouvez les utiliser. Toutes nos ressources sont sur la Saventurothèque. C'est libre, c'est gratuit et c'est à utiliser par tout le monde. Nous n'avons pas de... Et il y a beaucoup de parmi eux au niveau collège-lycée. Mais autant le vadémécum, plongé dans des dizaines de pages, ils n'auront pas le temps. Et donc, dans les différents supports que vous créez, Les défis, c'est parfait. les défis, Mm. d'accord. Parce qu'un vadémicum, c'est long et ça demande beaucoup d'accompagnement pédagogique. Les défis, c'est beaucoup plus léger. Parfait, merci. Hop, je vous mets le lien dans le chat Mm. de la Saventurothèque. Voilà, les défis 2025, pour l'instant, ils sont sur un dossier, ils seront versés sur la Saventurothèque en octobre. Je vous explique pourquoi on était en train de... La refonte du site devait être livrée en mai 2025. C'est toujours pas livré. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de retard. Donc, pour ne pas créer de problème pour les collègues, on les a mis sur un drive. Et donc, mais par mail, je vous donnerai accès au drive sans problème. De toute façon, il est public, je suis bête, je peux vous le donner tout de suite. Mais ils seront versés sur la Saventuretech. A priori, d'ici quelques jours, le site sera livré. Merci. On en avait un petit peu discuté quand on avait préparé ce webinaire. Vous nous disiez que ce qui vous intéresserait peut-être, c'est de travailler sur l'amont de l'alimentation, le côté production, le côté modèle agricole, etc., etc. Donc, peut-être tu peux nous en dire deux mots sur pourquoi ce thème et ou Marie, toutes les deux, vous avez peut-être un Oh. retour. Oui, effectivement, c'est pas l'ensemble de la chaîne de l'alimentation durable qui a été couverte et en particulier on était et on en était bien conscient un peu déficient sur la partie amont. Et, euh, et c'est juste par rapport à quel département s'est positionné au moment du lancement du projet. Et effectivement, c'était plutôt à l'image chez Transform. Et puis un peu les collègues de Socio-Éco aussi. Donc on avait un positionnement qui était plus aval. Mais je pense qu'il y a bien sûr moyen d'aller explorer la problématique de l'alimentation durable beaucoup, beaucoup plus largement au sein de l'Institut. Je sais pas en revanche comment faire, parce qu'il y a un aspect quand même de contractualisation de l'Institut avec la FPER. Moi, je suis plus chef de département adjoint à Transform et donc du coup, je ne suis plus ça. Donc peut-être je repasse la main, Ange, pour savoir un Mhm. petit peu comment est-ce que ça se met en musique, quoi, tout ça. Je réagis aussi par rapport à ce que Élodie disait sur euh, des choses qu'elle a pu produire, et que des collègues à elle ont pu produire, et puis comment est-ce qu'on fait l'interaction avec la FPER. Ben, je ne sais pas exactement. Donc, je te redonne la main, Ange, et puis peut-être que David a creusé un peu la question. Alors, il y a, je dirais, plusieurs dimensions. Pour être mentor, bah, c'est ouvert. En fait, nous, on fait des appels à des individus, pas forcément à des instituts. Donc, tout personnel de l'enseignement supérieur qui a envie d'accompagner une classe, bah, nous, on est plutôt demandeurs parce qu'on n'a jamais assez de mentors par rapport aux classes. C'est un problème récurrent, récurrent, récurrent. En revanche, si on veut aller vers des terrains beaucoup plus complexes, type production de ressources ou formation, là, il faut une enfin, il faut un partenariat. On va dire les choses, quelle que Mhm. soit la forme, petite, grande échelle, agile, annuelle, pluriannuelle. Voilà, donc c'est suffisamment souple. Idem pour la production des défis, je dirais que c'est à mi-chemin, ça peut être une initiative individuelle ou un institut. Donc voilà, rien n'est fermé. On trouvera toujours une Mhm. manière de faire. David?
Oui, sur les projets aventuriers, quelqu'un qui est intéressé par l'un des projets qui existent, l'un des vademecum qui sont déjà accessibles sur la Aventurothèque, peuvent tout à fait contacter Ange, contacter l'équipe affaires ou des interlocuteurs INRAE, hein, et peuvent s'appuyer sur ces vademecum qui existent déjà pour proposer un accompagnement, hein, sur des thématiques qui leur semblent pertinentes par rapport à leur expertise. Mm. On est là aussi pour accompagner les gens qui ont déjà eu l'expérience d'accompagner des classes en matière de mentor, comme mentor. S'il y a besoin de conseils, d'échanges, on est tout à fait disposé à le faire. Merci. Il y a des questions? Oui, du coup, ça rejoint hein, les questions. Est-ce que les questions de sélection animale ou les questions liées à l'agroécologie dans son ensemble vous intéressent? Donc oui, ça vous intéresse. Oui. C'est- je résume ça par la balle est dans le camp de l'Institut et, Et en et SHS aussi. on a entendu. Et en SHS aussi. Oui, on a déjà Saventuaire de la sociologie qui fonctionne très bien. Et on a fait beaucoup de choses sur le droit et le droit de l'environnement qui fonctionnent bien. Et comme tu le rappelais, Ange, l'année dernière, je crois que c'est 70% des actions en termes de mentorat qui ont été faites sur les thématiques d'alimentation. Oui, Donc ça représente vraiment un cœur de thématiques qui intéresse énormément les enseignants et les classes. il y a une explosion. Et cette année, c'est encore plus, Ouais. David. C'est encore plus cette année, ouais. Ah oui, non, mais les défis alimentation, au décompte du 5 septembre, Septembre. c'est plus de 30 000 élèves. Ouais, c'est énorme. Mm. Donc, on ne sait pas pourquoi. Je ne pourrais pas dire pourquoi. Alors qu'il y avait par exemple des défis qui avaient un titre plus sexy, comment acheminer de l'alimentation sur la station spatiale sur la Lune, moins. Voilà, Parce que on ne sait pas. Comme je vous ai dit, ça parle davantage au quotidien, je pense, de tout le monde, hein. Tout le monde mange, Et non, et tout le monde mange, plusieurs et fois puis par jour. surtout, ça correspond à des préoccupations. Je pense que la Du loi du moment. fond, enfin, il y a, l'école est quand même le reflet de la société, et c'est des sujets de santé qui touchent aux individus. Mm. Oui, il n'y a pas vous avez raison, Estelle, parce que notre site est en refonte, comme je vous le disais. Là, c'est un peu la cata. Il va falloir. En principe, il est livré d'ici une semaine. Mm. On a une petite question de Barbara qui demande s'il y a des liens entre l'AFPR et une association apprentis-chercheurs. Alors, je sais pas si tu connais Je- on apprentis-chercheurs. on n'a pas de lien, mais je les connais. Ils font un super travail. Non, on n'a pas. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'action commune. Mm. Il y a beaucoup il y a D'association. des chercheurs, il y a tous chercheurs, c'est génial. En fait, le paysage est foisonnant en France, peu coordonné. Et puis dans les restrictions budgétaires terribles pour les associations depuis un an et qui ne vont aller de mal en pis, si j'ose dire, dans les années à venir, l'effort de structuration qui vient en plus de ce qu'on fait, je ne sais pas qui va s'y engager. Malheureusement, c'est un regret. Mm. Oui, une petite précision de Véronique qui peut donner l'intérêt aux thématiques de l'alimentation, c'est que la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'éducation à l'alimentation est Tout à prévue fait. dans la loi maintenant. Donc, Oui, voilà. Mais peut-être que les faits n'arrivent que maintenant. Enfin, oui, c'est on- peut-être arrivé un peu tard. on- Je vais donner la parole à Pierre. Une question. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour, juste une remarque pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Ange, c'est peu coordonné, oui, effectivement. Et donc, dans notre petit périmètre au niveau de l'Île-de-France, on essaie de mettre en place des réseaux de coordination entre les enseignants du secondaire, les chercheurs et euh, les enseignants Mm. et les représentants des académies. Et donc, peut-être qu'en marge de cette discussion, ce serait intéressant d'avoir une discussion plus spécifique sur cette mise en coordination dans les semaines qui viennent. Avec grand plaisir, n'hésitez pas. Si on peut fixer un rendez-vous, ça sera vraiment avec plaisir. Merci. Merci. Merci Pierre. Une question de Marie. Est-ce que la dynamique aventurière est présente aux Antilles? Guadeloupe, Martinique. Les défis, oui, clairement. Il y avait eu un accompagnement de classe aussi, il me semble, Ange, ou en tout cas, il était question d'eux. Je ne sais pas si c'est Il y allé a au bout. toujours, c'est pas massif, mais là, pour les défis, c'est massif. Ouais, ok. Mhm.
Parce qu'il n'y a plus de questions. C'est le moment. S'il y a une dernière question qui vient. Sinon, j'en profite quand même pour vous remercier toutes les deux. Merci Ange, merci Marie-Christine, merci David, tous les trois du coup, pour avoir participé à ce webinaire. Donc, comme vous avez compris, hein, Ange est ouverte à tout type de collaboration. Elle a laissé son adresse mail dans le chat. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure. Et puis, nous, de notre côté, comme d'habitude, on mettra en ligne ce petit webinaire avec toutes les ressources que Ange nous a fournies. Et puis peut-être que quand le Science Camp avec notre université sera passé, on pourra refaire Mhm. un webinaire un peu spécifique Science Camp pour Ah, voir. avec Pour, grand plaisir. On n'a pas parlé de Science Camp aujourd'hui, nous étions orientés scolaires, euh, ouais. mais c'est un dispositif beaucoup plus récent. Il date de avril 2023. Hop, voilà mon adresse email pour la personne qui l'a demandé. Voilà. Ouais, c'est en fait au cœur des campus universitaires qui accueillent. Et c'est les jeunes qui viennent et qui font une semaine de projets de recherche, dont sur les batteries de lithium, qui a un succès qui ne se dément pas. Je voudrais poser la question aux enfants, pourquoi les batteries de lithium? Euh, et donc, et ça, c'est pour répondre à la problématique au fait que les jeunes ne rencontrent pas les sciences en dehors de l'école où ils les rencontrent brièvement, une animation ou quelque chose comme ça. Et nous, on veut qu'ils les rencontrent longuement, casser la barrière de l'enseignement supérieur et de la recherche, leur donner envie d'aller dans un campus universitaire ordinaire. Et je vais aller être un peu militante, il y a une explosion du nombre d'inscrits de l'enseignement supérieur privé lucratif. Donc leur dire, les campus universitaires ordinaires, il y a des choses super qui s'y passent et puis avoir de l'ambition. C'est-à-dire qu'on va faire des super trucs pendant une semaine, inclusif, pas de ségrégation ni sociale ni scolaire. C'est pas que pour les bons élèves, comme beaucoup de dispositifs existants qui privilégient les élèves qui ont un avenir académique et professionnel brillant. Là, Mm. Kevin il me casse les pieds en sixième, il vient quand même. Voilà. Merci à vous Bon, tous, hein, en je tout cas, suis merci bien. et n'hésitez pas, moi je serais vraiment très heureuse. Et merci David, et merci Marie, Olivier, Gilles, enfin tous ceux qui ont participé à cette aventure qui n'est pas terminée parce qu'on continue à bosser ensemble. Mm. Voilà.